Bonjour et bienvenue sur Blockchain Addict pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, on est en compagnie de Raphaël Potard. On te connaît sous de multiples facettes. Pour rentrer dans le vif du sujet, je vais te présenter comme cofondateur et organisateur du Crypto Tour, CEO de Cryptosphère. Et tu vas tout d'abord te présenter et nous expliquer du coup ce qu'est Crypto Tour et Cryptosphère, ce que sont. Bonjour Magali, bonjour Antoine. Tout d'abord, merci de m'accueillir dans votre émission. Ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir échanger et discuter avec vous. Donc voilà, merci. Sur quoi vous voulez qu'on parte Comment t'en es arrivé quels sont tes débuts dans les crypto-monnaies tout d'abord? Alors, assez simple. J'ai commencé la crypto quand j'avais 15 ans. Moi, je lis souvent la crypto avec un parcours, on va dire, entrepreneurial que j'ai naturellement eu quand j'étais très jeune. Donc, avant la crypto, en fait, je faisais ce qu'on appelle du resell de sneakers quand j'avais entre 12 et 15 ans. Donc, en fait, j'achetais des chaussures, la plupart du temps des Nike, et que je revendais sur des groupes Facebook. À l'époque, c'était pas du tout démocratisé. Il n'y avait pas Vinted. Enfin, le Vinted qu'on connaît aujourd'hui n'existait pas. Et il n'y avait pas toutes les applications qui permettent d'acheter en ligne. Donc en fait, souvent, j'allais faire la queue à des magasins sur Lyon parce que je suis natif de la région lyonnaise et de la région Rhône-Alpes. Et j'allais acheter mes paires. Souvent, c'était mon père qui m'amenait. Ensuite, je les revendais sur des groupes Facebook, tout simplement. Donc ça m'a permis en fait de développer dès le début un petit capital parti from scratch. Et à un moment, il y a Vinted qui est devenu vraiment très puissant et omniprésent. Et ça s'est vraiment très démocratisé. Tout le monde pouvait le faire. Ça devenait naturel pour les gens de le faire. Donc le marché s'est très vite saturé. Et mais t'as fait des ventes du coup, je suppose, est-ce que tu as une pépite comme ça à nous lâcher? Enfin, quelles sont la plus grosse pépite que j'ai eue, c'est une paire que j'ai à côté là. C'est une paire de Yeezy qui s'appelle des Yeezy 350 V2 Blue Tint. C'est les chaussures de Kanye West. Et en fait, j'en avais acheté 7 à l'époque. Une que j'ai gardée et le reste, je les ai tous revendus. Et en fait, concrètement, pour donner un peu des chiffres, je suis parti d'une paire à 220 euros et je suis monté à 3-4 000 euros à la fin quand j'ai arrêté. Et ce qui se passe, c'est que où est le rapport avec les cryptos dans tout ça? C'est que moi, j'avais un oncle qui avait parlé d'Ethereum à un moment donné. Et je me disais, c'est marrant, je commençais à avoir quelques échos de la crypto, mais je m'étais pas penché dessus. Et en 2019, je tombe justement sur cette vidéo d'Owen, d'Asher, sur comment acheter ses cryptos sur Binance. Et là, je me dis, c'est trop bien. Et concrètement, 2 semaines après, j'achète mes premiers Bitcoin et Ether, un peu sur un coup de tête, et je fais quasiment un all-in sur Ether et sur Bitcoin. Sur l'époque, maintenant, avec le recul, je me dis, mais c'est complètement fou d'avoir fait ça. Que c'est des crypto-monnaies? Tu as pas choisi, ok. Non, j'avais... En fait, c'est que quand j'ai acheté les cryptos, je suis venu parce que c'était spéculatif et que je voulais faire de l'argent. J'avais pas encore tous les mécanismes de valeur. J'ai toujours été un profil très commercial, donc j'avais la partie en fait commerciale, mais j'avais pas du tout cette partie mécanisme financier. Et la partie technologique, je l'avais en partie, notamment grâce à mon père qui a toujours été passionné par l'informatique et qui m'a transmis ça, on va dire cette envie de toujours aller vers les nouvelles technologies. Donc ça, on va dire que ça m'excitait bien, c'était quelque chose qui me parlait, mais j'étais pas du tout profil technique. Et donc en fait, j'ai acheté un peu sans pas vraiment savoir, mais en fait, je voyais vraiment l'opportunité à saisir. Pour moi, c'était quelque chose qu'il fallait pas que je rate. Et d'ailleurs, j'ai fait quelques bêtises, hein, mais c'était le début de Ledger Live et du réseau, notamment du réseau Polygon avec Matic. Et en fait, Ledger venait, la semaine où j'ai acheté ma Ledger, venait de mettre en place la possibilité d'envoyer via le réseau Polygon. Et donc, en fait, moi, j'avais envoyé mes Ethers, sauf qu'ils n'étaient pas encore disponibles sur la clé. Et je les avais envoyés, et donc ils sont restés pendant 6 mois. Il y avait un Ether qui tournait dans le vide, parce qu'il n'y avait pas de gas fee. Et ma deuxième transaction, donc je fais ma transaction de Bitcoin, ma deuxième transaction, c'est une transaction que j'ai cru perdre pendant un long moment. Et puis au final, que j'ai réussi à récupérer. Mais voilà, première erreur dès la deuxième transaction. Donc voilà sur comment les cryptos. Et après, quelles a été les premières entreprises que tu as intégré? Quelle entreprise au tout début? Qu'est-ce qui t'a mené dans le bain après concrètement, professionnellement, je parle? Donc en fait après ça va très vite parce que de mes 15 ans à mes 18 ans je reste vraiment tout seul, c'est dans ma chambre, je parle de la crypto à mon entourage, moi je partage souvent ce que je fais donc j'en parlais à tout le monde,
On disait, c'est n'importe quoi, la crypto, nanani, nanana. Les gens regardaient ça un peu de loin. Et je rentre à la fac, à l'IUT de Valence, en technique de commercialisation, qui est anciennement un DUT. Et là, en fait, je tombe sur un événement, Paris Blockchain Week, et opportunité d'avoir des billets gratuits. Malheureusement, je ne les ai pas, et je tombe par hasard sur un site d'un événement qui s'appelait le Cryptosphere Blockchain Summit, la première édition. Et donc, en fait, je pars vraiment aussi sur un coup de tête sur Paris. Je fais l'aller-retour dans la journée. Et là, je rencontre Cryptosphere et je vais rencontrer notamment à ce moment-là Thibaut Boutroux et Julien Hydrodias. Donc Thibaut Boutroux qui est le COO de Just Mining à l'époque et Julien Hydrodias qui était le CEO de Descoin. Donc je discute un peu avec eux et concrètement, je leur demande comment je fais pour travailler dans cette industrie. Et on garde contact. Et donc, je commence un peu à cartographier l'écosystème. Et moi, j'aime beaucoup LinkedIn. Et donc, je vais sur LinkedIn, j'ajoute plein de gens et je leur envoie des messages. Ouais, je suis un étudiant, j'ai 18 ans. Cet été, je sais pas quoi faire de mon été. Soit je vais aller travailler, soit j'aurais envie de faire un stage dans une de vos entreprises. Et il se trouve que par chance, je vais rencontrer Marvin Skerinjala, qui est actuellement le CEO de Venena Labs, et qui lui, à l'époque, est en Colombie et travaille chez Descoin. Et en fait, ce qui se trouve qu'il a fait la même école que moi. Donc, on a des connexions en commun. Et je lui envoie un message et je lui dis, écoute, j'ai vraiment envie de travailler chez Descoin et chez Just. Comment on peut faire? Et donc là, on crée un call et il me met en relation encore plus poussée avec Julien, l'ancien CEO de Descoin. Et en fait, je pars pendant 3 mois sur Metz chez Descoin pour faire ma première expérience dans la crypto. Et en parallèle, j'intègre Cryptosphere pour la première fois sur l'antenne de Kenj Marseille, là où était situé Marvin. Et c'est là où on va créer l'initiative CryptoTour. Et je crois qu'on a déjà parlé de Cryptosphere avec Mathias Vallée de Refugee Capital qui a été président, je crois. Mais est-ce que tu pourrais rappeler ce que c'est Cryptosphere en quelques lignes, faire une petite présentation? Cryptosphere, concrètement, c'est la première association étudiante européenne dans la blockchain. Donc, c'est plus de 800 membres avec un fonctionnement à l'image de la blockchain, de la décentralisation. En fait, il y a une entité mère qui s'appelle Cryptosphere France et plein de petites antennes réparties à travers le territoire et à travers l'Europe qui vont œuvrer au quotidien pour démocratiser la crypto, la blockchain, aussi l'IA, la DeFi auprès des étudiants. Donc sur des campus, il y a 2 types de campus phares. Il y a les antennes techniques sur des écoles d'ingénieurs principalement, et les antennes plus business, plus finance, qui sont là sur des écoles de commerce souvent. Et donc l'initiative, c'est de permettre à des étudiants d'aller créer des événements, des workshops, et de permettre de démocratiser la blockchain au quotidien. Moi, Cryptosphere aussi, je le vois beaucoup comme, je dis souvent que c'est une mini-entreprise qui permet aux étudiants d'innover. Parce qu'on est une association étudiante, mais en réalité, on fonctionne plus comme une entreprise, une mini-entreprise, dans laquelle on va faire des actions professionnelles. Et concrètement, ça vous permet, quand vous avez 18 ans, de dire, j'ai envie de créer un événement, j'ai envie de créer quelque chose, je vais pouvoir le faire à minima sans prendre de risques, on va dire, financiers, de se dire, je crée une entreprise pour créer un événement. Et la grosse force de Cryptosphere, c'est que c'est un réseau d'étudiants. Donc en fait aujourd'hui moi surtout que ça me permettait à l'époque, je sais pas si c'est toujours le cas pour les nouveaux étudiants ou les jeunes qui rentrent dans la crypto, mais on était très isolés quand même. On parlait de crypto, les gens ne comprennent toujours pas ce que c'est et nous regardent toujours avec des yeux énormes quand on leur dit je fais de la crypto. Et à l'époque moi c'était surtout le sentiment de côtoyer des gens avec qui on a les mêmes centres d'intérêt, les mêmes envies. Et moi, je vois un peu ça comme un groupe d'amis qui travaillent pour développer cet écosystème. Les étudiants ont été obligés pendant la crise Covid à se mettre devant les écrans, en tout cas à être beaucoup plus connectés. Est-ce qu'il y a eu un boom sur Cryptosphere à ce moment-là? Est-ce que tu te honnêtement, j'ai pas les caractéristiques là-dessus. Est-ce que tu te rappelles d'un moment pendant la crise Covid, en tout cas, qu'il y a eu un boom au niveau des étudiants qui se sont rapprochés de la crypto? Alors, moi, j'étais pas encore chez Cryptosphere au moment du Covid. Par contre, ce que je sais, c'est que du coup, il y a eu beaucoup de gens qui sont rentrés dans la crypto au moment du confinement.
Parce que voilà, on s'est tous retrouvés dans cette situation-là où on a du temps à tuer. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont découvert la crypto grâce à ça. Est-ce que sur Cryptosphère, ça a eu un impact? Je pense que oui. Mais je serais pas certain de valider ça, quoi. J'ai pas les dates en tête, mais pour moi, les premières éditions, vous êtes sûr que c'était pendant le Covid? Enfin, pas pendant exactement. Non, c'était. Juste après, il y a eu de grosses éditions à Marseille, mais pardon. Non, alors le premier KBS, il a lieu il y a 3 ans. Donc juste après le Covid. Moi, ça coïncide avec ma première année d'études supérieures. Donc il y a 3 ans. Mais pour recentrer un petit peu, ce qui est super dans Cryptosphère et CryptoTour pour les gens qui nous écoutent, c'est qu'au-delà de l'association étudiante, ils font des événements. Alors il y a les gros événements que vous faites annuels. Comme je disais, il y a eu des éditions à Marseille. 2024, je crois que c'était Lyon. Et il y a également des événements plus mineurs, mais comme tu disais, éclatés dans des petites villes. Et c'est vraiment le meilleur moyen, même si on a un écosystème qui a tendance à monter plus on va être professionnel, moins certaines personnes vont être accessibles. Ça reste vraiment des moments où, que vous soyez étudiant ou pas, vous pouvez aller à l'événement et permettre de réseauter, quoi. Ouais, totalement. Il y a beaucoup aussi, parce que tu as cité les gros événements comme le KBS qui a lieu à Paris et le CryptoTour qui a eu lieu 2 fois à Marseille et 1 fois à Lyon. Mais il y a aussi plein d'initiatives qui sont en interne pour les étudiants, type de la formation, des workshops avec des blockchains, etc. Et aussi beaucoup de hackathons parce que on a un pôle d'innovation et en fait on envoie souvent des teams à droite à gauche. Là, on était à la DevCon, on était 4 équipes. Il y a souvent des équipes qui vont un peu de partout dans le monde. Donc en fait, réseau Cryptosphère on va dire s'éparpille un peu de partout et est présent sur plein de verticales différentes. Est-ce que tu pourrais rappeler ce que c'est un hackathon pour les jeunes devs et étudiants, en tout cas, qui s'intéressent aussi à toute cette partie et comment ça marche et est-ce qu'il y a une rémunération du coup, comment les bounties et tout ça, expliquer un petit peu ce fonctionnement. Alors, pour faire très simple, le hackathon, faut voir ça comme un concours. Bon, alors ça se fait soit en physique, soit en distance, mais la plupart du temps, c'est en physique quand ils peuvent le faire. Et concrètement, en fait, c'est des blockchains, des projets qui vont aller chercher de la ressource auprès, on va dire, au début, je les qualifierais pas d'entrepreneurs, mais de développeurs qui ont envie de créer des choses. Et en fait, souvent, c'est pour aller tester leur technologie. Typiquement, Ledger en fait souvent, des grosses blockchains en font aussi, pour aller développer des applications sur leurs infrastructures. Le but, c'est d'aller trouver des pépites et des projets à faire émerger assez rapidement. Et donc, en fait, ce qu'ils mettent en place, c'est une pool avec un price. Donc là, typiquement, le plus gros hackathon qui existe au monde, c'est ETH Global. Donc là, par exemple, à la DevCon en Thaïlande, c'était 800 000 € de cash prize, dans lequel, en fait, vont être érigés plein de différents bounties qui sont en fait des cadeaux qui vont être donnés aux équipes. Et donc, pendant 38 heures, du vendredi au dimanche, les programmeurs, les développeurs et les parties un peu commerciales vont travailler non-stop pour sortir un produit et le présenter et le pitcher. Et ensuite, il y a tout un classement qui se fait en fonction de ce qu'on fait pour être en fait rémunéré pour avoir fait ça. Donc typiquement, en fait, on crée un produit, on le présente et ensuite, si notre produit a un intérêt pour la blockchain, pour le projet, pour l'infrastructure, il rétribue les gens souvent avec des tokens du projet. Pour en fait encourager l'innovation. Souvent, ce qui se passe, c'est que on a vu beaucoup de projets qui se sont créés, d'entreprises qui se sont créées après des hackathons, typiquement Morpho ou d'autres projets. Enfin, la plupart viennent d'un hackathon. Donc en fait, c'est un petite somme financière qui permet de se dire, l'idée est bien, il y a de l'attraction. Qui plus est, on est soutenu par les partenaires, donc on va pouvoir le lancer et essayer d'innover. Ouais, et en plus, j'avais remarqué qu'en fait, il n'y a pas que. Il faut, quand on y pense, quand on est un dev, il faut pas forcément que des devs pour participer au hackathon, parce qu'après, il faut en fait une personne qui lead le projet, qui l'écrive, et en tout cas l'application qu'on est en train de mettre en place ce jour-là. Donc, j'ai vu qu'en fait, il y avait toute une petite organisation à faire. Donc,
je trouve que on y gagne, en tout cas en expérience, et on peut que apprendre dans ce genre d'événement. Donc, Totalement. Ouais. Alors, ça permet un petit peu le sujet des hackathons, ça permet un petit peu une transition, puisque est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu où tu es en ce moment? Oui, donc là, je suis en Thaïlande, là, je suis sur l'île de Koh Phangan, parce que donc en fait, il y a 2 semaines, il y avait un événement qui s'appelle DevCon qui regroupe tous les 2 ans toute la communauté Ethereum. C'est beaucoup plus à la base un événement qui était développeur, réservé à l'écosystème Ethereum. Maintenant, il s'est énormément développé, donc il y a énormément de side events et de choses qui se sont racolées. Moi, j'y suis allé pour deux intérêts principaux. Je suis venu pour représenter le family office dans lequel je travaille, donc AGF gestion privée, où en fait concrètement on fait de la gestion de la gestion de patrimoine sur des chefs d'entreprise, des expatriés, des PPE. Et moi, je m'occupe de la partie développement commercial et crypto. Donc, on a une forte appétence pour accompagner les acteurs de la crypto. Donc, en fait, je suis tout simplement venu sur place les rencontrer et aussi rencontrer nos clients expatriés qu'on a en Asie pour tout simplement les voir. Et la deuxième verticale de cet événement, c'est que je suis parti avec une équipe pour lancer un projet où on a fait le hackathon. C'est une partie de l'équipe de Cyborg que vous connaissez. Et donc, on a participé au hackathon. Moi, c'était mon premier hackathon. C'était une très belle expérience. Comme tu le disais, Antoine, ça fait énormément monter en compétences. Et nous, cette année, on a pris un prisme parce que aujourd'hui, c'est beaucoup de développeurs qui font les hackathons, ce qui est normal parce que c'est eux qui créent la valeur intrinsèque du produit. Mais nous, on a essayé d'avoir une approche différente. On est venu à 2 développeurs et 2 profils plus business. Notre idée, en fait, c'était surtout que c'est un endroit où on regroupe tous les partenaires au même endroit. Donc, ça permet de les rencontrer, d'aller discuter avec eux, de trouver quels sont leurs problèmes, comment ils répondent et quels vont être leurs futurs besoins. Donc, c'était dans cette approche-là qu'on a fait ce hackathon-là. Qui plus est, on a eu la chance d'aller gagner des prix, donc ce qui a été assez valorisant sur notre projet. Félicitations. C'est cool. Merci. Hop, pardon, je remets mon petit document. Alors sur CryptoTour, Cryptosphère, je rebascule un petit peu sur les questions que nous avions préparées, les grandes lignes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de l'équipe autour de l'association, puisque vous êtes une association en bonne et due forme, et du coup il y a toute une équipe derrière le projet, enfin le projet, l'association. Donc juste dans le fonctionnement, il y a 22 antennes aujourd'hui sur le réseau Cryptosphère, 800 étudiants. Moi, en janvier, j'ai créé l'antenne de Cryptosphère IAE Lyon. Il y avait plus d'antennes en fait encore en activité sur Lyon. Moi, je suis assez chauvin, j'adore ma ville, donc c'était pour moi déjà un objectif de monter une antenne et qui plus est sur Lyon. Avec la volonté d'aller organiser un événement d'envergure. Faut savoir que cette volonté-là, elle a commencé il y a plus de 2 ans, quand avec Marvin, on a créé le Crypto Tour à Marseille. L'objectif proéminent, c'était de se dire, on va permettre de créer des événements autres qu'à Paris. À l'époque, il y avait que Surfing Bitcoin qui décentralisait vraiment les événements, sinon il fallait tout le temps aller à Paris. Moi, la première chose qui m'a dit pourquoi je veux créer un événement avant de le dire, on le fait à Marseille, on le fait à Lyon, c'était parce que moi, en tant qu'étudiant, je devais payer le TGV, je devais payer l'hôtel, je devais payer le ticket pour l'événement. Donc, ça c'était des budgets énormes dès le début. Donc, ça bloquait plein de parties de l'écosystème pour aller découvrir tout ça. Et on s'est dit, on va aller sur place. Donc, à Marseille, on a fait ça. La première année en 2022 où on a eu 200 personnes. La deuxième année à Marseille où on a eu 200 personnes. Et cette année, donc c'était en octobre dernier, à Lyon, où là, on a vraiment changé de dimension. On est passé sur plus de 400 personnes. On a rajouté une partie stand, beaucoup plus de speakers. Et on a ajouté une autre verticale à l'événement. Donc, comme son nom l'indique, le but du Crypto Tour, c'était qu'il se déplace. Donc là, c'était la première fois qu'on se déplaçait vraiment. On avait fait Marseille, Lyon. Et moi, étant donné que, comme je l'ai dit juste avant, je travaille aussi dans la finance traditionnelle avec le Family Office, il y a pour moi cette touche qui devient très importante de faire un merge. Le mot est peut-être un peu fort, mais entre Web3 et finance traditionnelle, de créer des liens entre ces écosystèmes qui vont être amenés à communiquer ensemble, mais qui se comprennent pas encore, et de vraiment être la brique qui permet aux 2 mondes de se rencontrer. Donc, je l'ai créé dans ce sens-là.
d'avoir des partenaires traditionnels, d'avoir des asset managers, des banquiers privés, des assureurs, parce qu'il y a un intérêt. Pas forcément un intérêt public et poussé par leurs entités, mais il y a un intérêt des personnes à venir découvrir le secteur d'activité de la crypto, et on a essayé de répondre à ça avec le Crypto Tour. Qu'est-ce qui les repousse encore un petit peu? Et qu'est-ce que tu trouves en tout cas? C'est quoi encore les barrières pour ces personnes-là? Même si ça évolue quand même rapidement, hein, on voit que de cycle en cycle, mais il y a quand même encore des barrières. La première barrière, comme je dis souvent, c'est deux aspects. Quand on parle des profils financiers, eux, ils ont la métrique, on va dire, financière. Mais le problème de la crypto, c'est que je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde quand on pitch la crypto à quelqu'un. Moi, à chaque fois, c'est un casse-tête, parce que je me dis, OK, va falloir que je lui explique un aspect technologique, mais aussi un aspect financier, macroéconomique, de comment fonctionne une monnaie, comment fonctionnent des échanges de valeurs, et ce qui crée un amalgame qui est compliqué à apprécier pour les gens, parce qu'ils se reçoivent beaucoup d'informations. Et je pense que le premier frein des profils financiers, c'est qu'ils ne connaissent pas, en fait. Ils n'ont pas les usages réels de ce que ça peut leur apporter. Et moi, ça, je l'ai vu, je pensais, on était, on va pouvoir tokeniser, on va pouvoir faire ci, faire ça. Mais moi, je pense vraiment qu'il faut qu'il y ait un aspect concret qui permet de dire, bah voilà, moi, l'exemple que je donne souvent à des personnes financières, c'est typiquement, on peut tokeniser un SPV. En fait, on répond à un de leurs besoins. Aujourd'hui, on crée un véhicule d'investissement. Il y a que quelques personnes qui peuvent rentrer dedans. Demain, avec la crypto, on peut le tokeniser et permettre à plein de gens de rentrer dessus. Ça, c'est un usage concret et qui a pour eux une réponse à un problème. Et je pense que des fois, on ne cible pas le problème que peuvent avoir cette industrie financière. Et en fait, on leur adresse des produits qui n'ont pas de sens pour eux, entre guillemets. Et je pense que c'est ça la clé. Oui, et puis alors ça permet encore de faire une nouvelle transition et de passer un petit peu, de mettre un peu plus les mains dans le cambouis. Tu dois le voir sur le family office, donc tu vas un peu développer. Il doit y avoir également alors un problème d'éducation financière, mais qui est pas propre aux crypto-monnaies, qui est vraiment propre à nous tous à l'école, etc. Enfin, l'économie, ça devient intéressant. C'est comme la philo ou pour avoir fait un cursus universitaire à partir du bac, en prépa, et encore, parce que la fac, c'est un peu chiant. Là, ça devient intéressant, mais sinon, avant ça, on t'explique pas trop les cycles. Enfin, voilà, et je serais curieuse d'avoir ton avis un petit peu sur ça, justement, sur ce manque de... Ça s'appelle la littératie financière. C'est un terme que j'ai appris hier. Voilà. Ah, je ne connaissais pas. Intéressant. Littératie financière, ok. Je pense qu'il y a deux questions qui peuvent être sympas là-dessus. Déjà, sur l'aspect éducation financière, en France, mais dans plein de pays, on en a quasiment zéro. C'est pas quelque chose qu'on nous enseigne. C'est pas quelque chose que si on s'y intéresse pas personnellement ou si on n'a pas eu la transmission des parents, on n'est pas poussé du tout vers ça. Je pense que c'est lié à deux choses. Déjà, le fait que l'argent soit un tabou pour énormément de personnes. Et secondement, qu'il y a en fait un manque de connaissances qui est assez criant. Et quand on regarde, en fait, c'est plutôt simple. La culture financière, c'est des choses très basiques, mais qu'on doit appliquer sur plein d'aspects, plein de biais cognitifs. Voilà, gérer son argent, c'est pas la chose la plus facile. Et c'est pas que des maths à dire, bon, bah, si j'achète pour 10 euros, j'ai 10 euros en moins sur mon portefeuille. C'est plus que ça. On voit tous qu'on a des différents profils et des façons différentes d'aborder les choses. Pour recentrer sur l'école, malheureusement, on met pas assez l'accent dessus. Ça tend à changer parce que je vois des choses qui se font de plus en plus, mais je suis aussi intimement persuadé que les gens qui ont une bonne éducation financière sont de nature des gens curieux ou aussi qui ont une certaine rigueur et qui veulent d'être carrés dans ce qu'ils font sur la gestion de leur argent. C'est ça, et puis on le voit. Alors, plus précisément, la littératie financière, c'est le fait d'avoir confiance en son investissement et du coup d'être proactif dans le fait de placer son argent, etc., etc. Et c'est quelque chose qu'on soit, enfin voilà, la crypto essaye à cette volonté-là, là où
le système traditionnel ne l'a pas. Mais est-ce que tu peux un petit peu pour recentrer les choses, nous expliquer ta troisième facette, à savoir le family office. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tes fonctions? Ouais, totalement. Donc moi, je travaille sur le family office depuis 1 an. Tout simplement, en fait, parce que c'est ça qui est intéressant et ça revient un peu aussi sur la thématique d'éducation financière. Je suis arrivé dans la finance traditionnelle via les cryptos. C'est un parcours qui n'existait pas avant. On commençait par le monde financier et ensuite on allait sur les différentes branches de la finance. Aujourd'hui, je me suis intéressé, moi, à la finance traditionnelle, à l'investissement, à l'immobilier, à tout ça, grâce à la crypto. Et on a un prix différent qui va arriver de plus en plus. Et donc, en fait, j'ai vu arriver, notamment chez Descoin et chez Meria à l'époque, l'arrivée des mandats. Et je me suis dit, c'est intéressant de pouvoir aller conseiller les gens de façon vraiment légale, structurée, et de pouvoir les accompagner sur cette gestion. C'est pour ça que j'ai rejoint AJF. Qui plus est que AJF, dans son fonctionnement, c'est un jeune family office qui a 2 ans, notamment par l'un de ses créateurs, Florent Trépeau, qui est assez actif sur l'écosystème Web3, où en fait, on met vraiment en avant ces technologies-là, on met en avant la décentralisation, on met en avant l'IA notamment, et on a un prisme différent. Ça veut dire que notre job principal, c'est d'aller accompagner des familles dans la gestion de leur portefeuille, de leur patrimoine, mais aussi sur tout ce qui va être structuration légale, fiscale, ce qu'on appelle l'ingénierie patrimoniale, tout ce qui va être succession, projet de vie. En fait, pour simplifier, le métier de family officer et de gestionnaire de patrimoine, c'est un métier qui va accompagner des personnes sur toutes des périodes de leur vie. Moi, typiquement, on a des clients qui ont 30 ans, ils ont le projet de fonder une famille, acheter une résidence principale, on les accompagne. On a des clients qui sont beaucoup plus âgés, qui ont une envie de transmettre, donc là, on les accompagne, leurs enfants, leurs héritiers, sur la transmission. C'est un métier surtout très humain et qui demande beaucoup d'écoute, d'empathie pour comprendre en fait leurs besoins et y répondre le mieux possible. Juste pour centrer un peu sur AJF, et peut-être expliquer ce que c'est un family office, parce qu'on a beaucoup utilisé le terme. Le family office, en fait, il y a 2 types, les single family office et les multi-family office. Donc, en fait, ça a été créé dans les années 1800, notamment avec la famille Rothschild. Parce qu'en fait, quand les gens se mettent à gagner beaucoup d'argent, faire une déclaration d'impôt devient un casse-tête et devient un métier à part entière. Donc, en fait, ils ont créé des gens qu'ils ont embauchés au sein de leur famille pour gérer toute la partie financière, parce que souvent, ils structuraient des usines. C'était des entrepreneurs sur des usines. Et donc, en fait, c'est des gens qui allaient gérer toute leur partie fiscalité, compta, investissement. Donc, voilà comment c'est créé. Et puis ensuite, dans les années 1980, on a eu l'apparition des multifamily office qui, là, ne gèrent pas seulement une famille, mais plusieurs familles pour les accompagner sur des projets de vie, sur de l'accompagnement vraiment sur mesure à 360. Vous accompagnez aussi pour Cash Out. On a reçu Arnaud Montpellerin qui recevait aussi des demandes et qui expliquait que c'était pas si facile que ça de ressortir un coup qu'on avait fait des gains en crypto. À partir d'une somme, ça devient aussi compliqué. Il proposait plusieurs solutions et aussi d'accompagnement. Est-ce que vous faites aussi la même chose? Oui, totalement. Nous, on a 3 secteurs d'activité, on va dire. Les chefs d'entreprise, donc c'est aller s'occuper du chef d'entreprise, de toute sa partie gestion de patrimoine. Les PPE, qui sont les personnalités politiquement exposées, qui demandent en fait un effort réglementaire et légal beaucoup plus haut. Et les expatriés. Sur la partie chef d'entreprise, on s'occupe de chefs d'entreprise classiques, on a des familles très classiques, et de chefs d'entreprise tech, où là, eux, en fait, on va leur permettre de diversifier leur patrimoine autre qu'avec de la crypto. Ça peut être du private equity, des actifs un peu exotiques, etc. Et on accompagne aussi, moi, ce que j'appelle des crypto-millionnaires qui, justement, sont rentrés des fois très early et se sont retrouvés avec des gains assez colossaux. Et non, mais mérité. Ils ont quand même joué. Oui, mais complètement. Là n'est pas le sujet. Mais en fait, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, des fois, j'ai fait des grosses transactions en crypto sans aucune pression parce que c'est un univers que je maîtrise et dans lequel, en fait, on est natif. Mais par contre, faire un très gros virement, c'est plus du tout la même chose. Alors que pourtant, la pression n'est pas la même. Et donc, en fait, on s'est retrouvé avec des profils où ils étaient complètement incapables, à partir du moment où ils l'avaient en euros, en dollars, de le gérer. Parce que c'était plus leur univers. Et donc là, ils se retrouvaient complètement perdus. Et même, des fois, c'était un vrai problème parce que c'était un vide, une partie qu'ils n'arrivaient pas à combler.
Et donc, on accompagne notamment énormément sur la partie formation, explication de comment on travaille, comment ça se passe, parce que les gens ne connaissent pas tout ce qu'il y a. Enfin, quand je donnais l'exemple, par exemple, de la déclaration des impôts, ça devient un vrai casse-tête. Et si on n'a pas été formé, on n'a pas été mis au courant de tout ce qui est fiscalité, ça peut prendre des semaines, voire des mois si on n'est pas formé. Donc voilà, il y a vraiment et sur une échelle de prix, pour donner une idée à peu près pour les professionnels du coup qui entendent cette vidéo, qui se disent tiens, je vais les contacter, voilà, pour donner une petite échelle pour qu'ils se disent ah bah oui c'est possible ou pas du tout, non c'est trop cher. Alors nous chez AGF, même s'il y a le terme family office que j'ai parlé, voilà, un peu toute l'histoire avec les Rothschild, etc. Nous chez AGF, on n'a pas de ticket d'entrée minimum. En fait, on travaille avec les clients avec lesquels on a cette chance-là de pouvoir choisir les clients avec lesquels on travaille. Et nous, c'est surtout pouvoir avancer dans la bonne direction avec nos clients. La gestion de patrimoine, c'est très personnel. On va toucher à des aspects, on rentre vraiment dans la vie intime de la personne. Et pour moi, tout le monde devrait avoir un gestionnaire de patrimoine, peu importe le revenu, mais il faut avoir la bonne personne. Si mon client, il a pas envie de m'appeler moi ou un de mes collaborateurs, c'est un problème. Il faut pas qu'il ait une retenue à vouloir échanger avec nous cacher des informations, etc. Il faut qu'il y ait une pleine confiance. Donc, qui travaille avec nous ou un autre, il faut qu'il soit accompagné par des personnes avec qui il a de réels liens et avec qui il peut réellement avancer. Parce que sinon, c'est pas productif et ça permet à personne d'avancer dans le bon sens. Donc voilà, on n'a pas de ticket d'entrée minimum. Nous, c'est des profils. C'est à la commission du coup que vous fonctionnez. On a deux modèles, soit sur honoraires, soit sur la rétrocession de frais sur déplacement. En fait, tout dépend parce que typiquement, on peut avoir un accompagnement ultra personnalisé qui suit sur tout le patrimoine, mais aussi, par exemple, tiens, je vais aller faire un peu de défiscalisation, on fait en one shot un produit, un coup. Je veux aller faire un plan, une stratégie patrimoniale, je peux acheter une stratégie patrimoniale. Je veux faire de la protection de mon entreprise, protection du dirigeant, je peux faire juste cette partie. En fait, on est vraiment agnostique sur ces parties-là et nous, on accompagne si notre client a un besoin. Le but, c'est pas d'accompagner le client pour accompagner le client et dire bah oui, on vous a en portefeuille, mais au final, j'agis que sur un point. Le but, c'est d'apporter une valeur au client et nous apporter aussi une valeur intéressante. Est-ce que, j'aurais voulu un petit peu compléter ce que tu disais parce que c'est par rapport aux crypto-millionnaires, puisque ce que tu soulignes, c'est une problématique qu'a beaucoup souligné également Arnaud Salomon qu'on a reçu il y a pas longtemps. Où il disait que il parlait de ses clients, donc lui en tant que plateforme de crypto self-custody avec la possibilité d'un IBAN, etc. suisse, et il disait que Cash Out, au-delà des barrières de régulation, etc., c'était pas si simple également en effet pour l'investisseur quoi, qui doit sortir sa fortune, en faire quelque chose, avoir une stratégie. Une fois qu'il a les autorisations qu'il a attendues pendant des mois de pouvoir sortir ses millions, qu'est-ce qu'il en fait? Enfin voilà, donc c'est et que le virement bancaire était parfois plus dangereux. C'est ça, c'est que il y a les cryptos et c'est après on t'ouvre un compte exprès pour cela et en tout cas tu nous envoies pas tes cryptos tant qu'on n'arrive pas à ouvrir le compte en banque exprès pour cette opération. Mais il montrait que c'était pas si simple que ça et qu'il fallait quand même quelques personnes en amont qui s'occupent. Il dit tu peux pas cash out ta BNP Paribas. Il m'a fait. Non, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les banques, on va dire banques de retail, donc il y a les banques retail, il y a souvent une partie gestion privée, banque privée, et après banque privée n'est que plus ultra. Souvent on les connaît pas, enfin le grand public ne les connaît pas. C'est comme quand on gagne au loto, parce que c'est un peu assimilé à la même chose, même si c'est pas du tout le même échelle de risque, mais du coup, il faut y avoir conscience que ça se gère pas comme un salaire qui tombe tous les mois et que ça demande de vraies implications des deux côtés, parce que typiquement, si on sort, je sais pas, mettons 10 millions, ces 10 millions-là, s'ils restent en compte courant la première année, déjà c'est une perte énorme pour son détenteur, mais qui plus est, il va y avoir de la fiscalité, il va se faire grignoter en fait au fur et à mesure, donc il faut qu'il y ait une gestion active de ça qui soit mise en place, et surtout aussi pour éviter les dérapages, parce que mine de rien, l'argent peut se dépenser très vite, des sommes peuvent se dépenser très vite, des erreurs peuvent vite arriver, surtout dans les investissements. On le sait, avec les cryptos, il y a beaucoup de scams, mais ça existe aussi dans la finance traditionnelle, même si c'est beaucoup plus régulé. Mais ça peut vite être dangereux et la pétence au risque peut
Ça peut devenir dramatique. Une situation qui est une aubaine pour une famille, pour un client, peut vite se retrouver en situation cauchemardesque. Et une mauvaise prévision, Asher en parlait dans un live au tout début, la première fois que Bitcoin nous a fait croire qu'il allait toucher 100K, je crois, ou peut-être une semaine ou deux avant. Enfin bref, mais il expliquait que au-delà de ça, une fois que c'est bon, c'est le bull run, tu t'es payé, etc., qu'il fallait également envisager la fiscalité, mais sur un long terme, et que lui, il se saignait tous les mois, et que c'était un pan de pas de sa stratégie, quoi, mais de son organisation fiscale. On parle justement, qui dit bull run, on va un petit peu plus entre guillemets parler de toi ou à ton nom. Nous on t'a rencontré la première fois, c'était à Let's Ici à Bruxelles. Il y avait, c'était pas le bull, c'était un bon bear market. Il y avait une euphorie du monde, mais on était vraiment entre nous de l'écosystème. Il y avait plein de nationalités différentes. Est-ce que là où vous êtes, où tu es avec les équipes de Cyborg, est-ce que tu as une différence ou la même sensation? Alors en plus, bon, vous êtes européen là-bas, donc ça doit être un peu différent. Mais voilà, j'aurais voulu un peu tes impressions à cette espèce de début de bull run timide. Alors, il y a deux aspects sur la partie événement international type DEFCON, ici. Je trouve que ça reste vachement encore entre nous, parce que en fait, déjà, c'est des événements très niches qui visent un certain secteur d'activité et qui sont, moi, je trouve, beaucoup plus pour les professionnels que pour le retail. Donc, de par cette nature-là, on retrouve que des gens qui ont vocation à être là. Par contre, c'est sur le Crypto Tour à Lyon où j'ai commencé à ressentir cette petite euphorie crypto, où les gens en fait se disent oula, il y a quelque chose qui est en train de se passer là, il va falloir qu'on monte dans le train. Ça, je l'ai vraiment ressenti sur le Crypto Tour, parce que les gens en demandaient, en redemandaient. Il y a combien de personnes qui sont venues? 400. Il y a combien? Ah, pas mal. Okay. Rien que par les chiffres, voilà, ça donne un peu cet engouement. Et moi, là où j'étais très content et on était très fiers de ça chez Cryptosphère, c'est qu'on a vu des gens nouveaux. Et typiquement, le fait pourquoi je dis ça, c'est parce que le matin à 9h, on connaît tous ces événements crypto, on sait très bien que le matin, souvent, c'est compliqué et que les gens sont désintéressés des conférences. Et là, à 9h, il y avait des gens qui faisaient la queue pour rentrer. Et moi, je me revois devant l'entrée du Crypto Tour et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et la première conférence qui était sur la régulation était salle pleine. On avait quasiment 150 personnes dans la salle. Il y avait des beaux invités, hein. Tu avais une sacrée belle liste d'invités aussi. C'est bien aussi de rencontrer des gens en IRL, de pouvoir les voir. Ça fait plaisir. Hein. C'est pour une première. Donc, il y aura une seconde édition. Tu essayeras de faire une seconde édition. Tu as l'envie, en tout cas? J'aurais énormément l'envie sur Lyon. Et aussi de continuer à faire du Crypto Tour dans d'autres villes, parce qu'il faut pas oublier non plus sa vocation première. Mais sur Lyon, il y a quelque chose d'intéressant à faire et à pousser. Donc on va essayer de mettre ça en place pour l'année prochaine. Rien de concret pour le moment, mais c'est dans les projets. Ok. Mais moi aussi, je le remarque que plus Bitcoin est haut, plus il y a du monde dans les events. Et c'est vrai qu'en bear market, on voit quand même que c'est plutôt les professionnels qui se rendent aux events. Et plus le prix du Bitcoin monte, plus il y a des nouveaux venus, et que j'apprécie. Hein, mais c'est toujours marrant de voir que plus Bitcoin explose, plus il y a des personnes nouveaux qui s'intéressent déjà avant d'acheter et qui viennent aux events se renseigner, découvrir. Et après, ils vont faire leurs premiers achats. Ils vont aller sur Coinbase, Binance. Et voilà, ils vont essayer. Mais d'abord, ils préfèrent parler à des humains parce que tout est virtuel. Donc, il faut bien se rencontrer dans la vraie vie. Et c'est vrai que derrière, c'est cool. En tout cas, j'aime bien les events. En plus, on le verra à CryptoXR, mais je pense qu'il va y avoir énormément de nouvelles têtes sur un événement en plus focus retail. Ouais. Et sinon, pour la petite anecdote, là, durant DEFCON à Bangkok, c'était vraiment la folie parce que Bitcoin qui monte très très haut, c'était fou. Et chose que j'aime bien mettre en avant, on critique souvent l'écosystème français.
On critique souvent un peu ce qu'on fait en France, notamment au niveau réglementation, au niveau tout ça. Mais en fait, on a quand même un très très bel écosystème et ça s'est vu à Bangkok. Quand il y a des événements où il y a quasiment, où t'entends parler que français, j'avais l'impression d'être à Paris parce qu'il y avait énormément de Français. Il faut savoir qu'on est une nation quand même vraiment proactive dans l'écosystème et donc on est loin d'être les plus mauvais. Ouais, on a une interview à venir avec Julia, j'ai oublié son nom de famille, une femme de l'ombre qui travaille à Binance, qui maintenant est à Dubaï, etc. Et elle nous disait que la France, tout n'était pas perdu pour la France en Europe, et que pour elle, c'était encore le pays qui était un petit peu devant en termes d'acteurs qui travaillent dans l'écosystème, etc. Voilà. Mais bon, elle n'était pas non plus bullish, attention. Hein. Je veux pas déformer. Je sépare bien le côté bullish pour les entreprises et le côté vivier de talent. Mais même nous, sur Blockchain Addict, tu peux le voir, hein, on n'est que sur du francophone et on arrive à avoir quand même énormément de projets, quoi. Ce qui en plus, je le rappelle, on est encore un micro-écosystème. Je crois qu'il y avait eu une cartographie il y a 2 ans qui avait été faite où en fait il y avait 4000 employés dans le secteur en France. 4000 employés, on peut tous se mettre dans une salle, quoi. Maintenant, on doit être bien plus, je pense qu'on doit être autour des 15-20. Mais il n'y a pas énormément de devs. J'en parlais avec Grégoire Gambato d'Only Dust, et qui regardait à peu près les devs blockchain dans le monde entier, tout confondu sur tous les écosystèmes. Et je crois que c'est moins de 200 000 ou un truc comme ça, alors que comparé à des devs, je sais pas, enfin de n'importe quel Internet, hein, Web 2, voilà, c'est beaucoup plus important. Donc il y a encore énormément à faire, je pense, de dev à border sur les nouvelles blockchains. Et c'était un petit peu aussi ce que je voudrais savoir un petit peu, toi, Raphaël, qui est dans cet écosystème depuis longtemps, pardon. Sur quoi tu vas, en fait? Moi, je trouve qu'il y a eu un petit ralentissement, mais c'est faux, mais aussi le changement d'Ethereum qui est passé en POS. Mais avant, si on connaît, il n'y avait pas Uniswap, mais voilà, il y a eu des grandes étapes. Maintenant, on voit qu'il y a beaucoup d'infrastructures qui se lancent, Layer 2, mais il y a l'emprunt, AAV, mais voilà, qu'est-ce qui t'excite un petit peu? Tu avais dit que tu avais commencé par Bitcoin, Ethereum. Est-ce que maintenant comment tu te balades, voilà, à titre personnel? Voilà, et qu'est-ce que tu essayes? Plutôt NFT, plutôt des jeux de gaming? Est-ce que tu vas plutôt faire des emprunts? Voilà, comment toi tu t'amuses aussi un petit peu dans les cryptos à titre personnel? Moi, je suis très token, quasiment pas NFT. J'ai eu des NFT parce que j'étais obligé d'en avoir, mais c'est pas quelque chose qui me transcende. Moi, j'aime beaucoup toute la partie token, projet. Ce que j'aimais bien avant, c'était aller dig un peu des projets en sous-marin, trouver un peu la pépite. Moi, j'ai vécu la fin de la période ICO où où on pouvait rentrer sur des ICO avec des multiples assez ouf. La partie tous Launchpad. Donc ça, c'est vraiment, tu as cette partie-là. Et en ce moment, la partie sur laquelle on est et qui me fait bien rire, c'est la partie un peu meme coin. Parce qu'il y a des trucs complètement déjantés qui se créent et qui sont un peu fous. Et vraiment aussi la partie que j'aime bien, c'est, tu parlais d'AAV, il y a Morpho aussi, mais c'est cette partie DeFi où on peut aller emprunter, on peut aller structurer quelque chose pour aller le répartir sur différents invests, et ça j'aime beaucoup. Même si la verticale que j'aimerais qui s'accélère, j'en ai touché un peu du doigt sur les SPV, mais c'est commencer à créer de vrais modèles en lien avec la finance traditionnelle. Il y a eu les ETF qui ont été posés quand même cette année-là, parce qu'il s'est passé énormément de choses qu'on oublie un peu, mais c'est d'aller créer des briques entre les outils financiers traditionnels et des outils un peu crypto. On va rajouter un peu de fun, on va rajouter un peu de swing, comme ce qu'on peut avoir sur des DEX, par exemple. Mais qu'est-ce qui se passera quand il y aura plus de 40% des bitcoins dans les ETF? Tu vois, ça te fait pas peur un petit peu quand, comme c'est de l'ETF spot? Est-ce que tu vois, ce rapprochement entre finance tradi et un peu parfois, j'ai l'impression, tu vois, que c'est un peu comme Maker DAO qui était cool au début, puis après, bah, il y a eu, enfin voilà, il y a des changements comme ça. Est-ce que l'ETF c'est cool pour le prix du bitcoin, hein? C'est sûr que les wallets pump. Mais dans la philosophie, est-ce
est-ce que voilà, à partir d'un moment, quand tu sais qu'il y aura tant de Bitcoin dans des fonds d'investissement, des trusts, que ce sera accessible à quelqu'un qui a la retraite aux États-Unis, tu vois, en un clic, ce sera cool. Hein. Mais dans la philosophie, c'est quoi ton avis? Entre, tu vois, ce mélange, moi, parfois, me dérange un petit peu parce que ça revient un petit peu à ce que... je sais pas si Satoshi serait content, tu vois. Je sais pas, je pense que personne n'a la réponse s'il serait content. Mais c'est vrai que niveau philosophie, il y a des vraies questions qui vont se poser dans les années à venir. Après, la réalité, c'est que je pense qu'on n'aurait pas pu... En fait, si on était resté sur cette philosophie vraiment décentralisée, complètement autonome, on peut pas aller plus loin parce qu'il y a des barrières. Et c'est ce que je dis souvent. Nous, on fait partie d'une niche et d'un micro pourcentage de gens qui veulent avoir cette maîtrise-là, qui veulent avoir conscience de ce qu'ils font, qui veulent prendre cette responsabilité parce que c'est une responsabilité à avoir de gérer son épargne soi-même, de la stocker, de la sécuriser, d'aller l'envoyer sur des protocoles d'investissement. Mais il y a 90% des gens qui ne veulent pas avoir cette responsabilité parce que c'est un vrai poids, c'est un vrai stress. Ouais. Et souvent, ce qu'on dit, et moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on dit on veut faire du Web3 sans qu'on voit que c'est du Web3. Et je pense que ça va dans ce sens-là. Si on veut qu'il y ait une adoption massive, comme on dit, ça sera en le camouflant et en le rendant accessible et compréhensible. Je pense que c'est comme les débuts d'Internet. Au début, il y avait les vrais passionnés, les vraies personnes qui maîtrisaient, mais c'était archaïque. Pas de réglementation, pas d'infrastructure simple. Il fallait savoir coder obligatoirement, comme ce qu'on a eu au début avec de la crypto. Et plus ça va se démocratiser, plus du coup ça va devenir facile d'accès. Et c'est en fait ce que permettent toutes les entreprises qui se construisent dessus, c'est en fait de rendre accessible tout ça et de manière simple et intuitive, on va dire. Oui, c'est un peu. Je te rejoins, c'est que il y aura 99% dans les années à venir, hein, mais qui passeront par la compte abstraction. Et on sera ce 1% à vouloir garder les 24 mots. Et en fait, il faut laisser, si on veut une masse d'adoption, il faut laisser la possibilité pour les quelques-uns de garder ces 24 mots. Mais en fait, les gens, ils veulent que ça marche. Ils veulent une UX du premier coup. Et c'est pour ça que Solana s'apprécie aussi, hein, parce que c'est pas cher, l'UX est bonne. Et ils s'en fichent un peu de la décentralisation, sécurité. Le retail, il n'est pas en train de regarder les fondas où il veut que ça marche du premier coup. Et voilà, c'est une philosophie. Je pense que le problème de la centralisation et des sexes, etc., au-delà des problèmes de manque de transparence qu'il peut y avoir s'ils font pas des audits, etc., etc., etc. C'est un peu prendre le problème à l'envers, dans le sens où, comme dit Raphaël, si tu es pragmatique, il y a des gens qui auront pas envie de gérer ça, il y en a qui auront envie de le gérer, etc. Il y a aussi des choix, tu peux pas imposer aux gens des choix, c'est malheureux, hein, s'ils prennent le choix que tu n'apprécies pas, mais c'est comme ça. Par contre, ce qui est dangereux, c'est qu'en face, on a un régulateur qui a failli à une époque interdire le self-custody en Europe. En face, on a un régulateur où tu as des solutions comme Mon Pèlerin qui propose du self-custody et qui se retrouve à pas pouvoir proposer du marketing actif en France. Voilà, là c'est à mon sens le problème entre guillemets, il est plutôt là que de toute façon l'invention de le Satoshi Nakamoto tel qu'il a pensé les choses, le régulateur il essaye de le contrer. Oui, mais entre les États-Unis et l'Europe, tu vois, il y a une grosse différence. Et aussi. Non, ils peuvent avoir du BTC que par les ETF, c'est super décentralisé. Et donc, comme. Les régulations sont différentes, tu vois, entre. Pas que par les ETF, je vulgarise. Là, après, il y a un jeu politique qui s'enclenche aussi. Ah oui. Et il y a un aspect aussi que nous, on aime bien rappeler avec Florent Tripot notamment, c'est que il y a des métiers qui demandent de vraies compétences. Et de vraies compétences réglementaires, de vraies compétences de gestion. La crypto a permis, moi j'en suis l'exemple type, à des profils d'émerger très rapidement et d'arriver dans des univers à gérer des boîtes, à gérer des clients très très rapidement. Mais il y a des gens qui c'est pas leur métier premier. Par exemple, nous on le voit sur le conseil en investissement, il y a plein de personnes, ce n'est pas leur métier premier, rien que de par le fait qu'ils n'engagent pas leurs responsabilités. Et là où la régulation quand même est intéressante, même si elle a plein de défauts, hein, typiquement nous les CIF, donc les conseillers en investissement financier,
avec Mika, de la façon dans laquelle il est structuré, à partir du 31 décembre, nous n'avons plus le droit de faire de conseils sur crypto. Alors que nous faisons du conseil en investissement sur tout type d'actifs. On a les mêmes process, voire plus qu'un PSAN, donc ce qui va être KYC, gestion client, sécurité, tout ça. On n'a pas la partie sécurité, cybersécurité, mais ce qui est normal, on gère pas de plateforme en ligne, etc. Mais donc voilà, il y a quand même aussi un vrai aspect où il y a des gens qui se sont créés des nouveaux métiers, qui ont créé des nouveaux jobs, mais qui sont très bons dans un domaine, mais qui ne le sont pas forcément dans ce domaine-là. Et c'est là où cette régulation permet aussi de mettre des barrières et des freins pour aller protéger tout le monde. Même si je suis assez de votre avis, elle est à outrance et elle est mal faite encore, en Europe en tout cas. Et tu sais, Raphaël, j'ai quand même du mal à parfois à ceux qui aident, ceux qui rédigent en tout cas ces lois, en tout cas c'est super, hein, il y en a qui font quand même du très très bon boulot, hein, je mets pas tout le monde dans le même panier évidemment, mais souvent ces personnes ont des sociétés dans la crypto de près ou de loin, et souvent on rédige des lois qui ne vont pas mettre en péril leur propre activité. Donc à chaque fois, c'est souvent, après, comme dans tout secteur, hein, les lois sont rédigées par les personnes concernées qui s'y connaissent. Mais quand même, parfois, il y a quand même un petit biais. Et encore, pas forcément. Regarde, je te coupe, pardon. Quand j'avais fait cette fameuse commission pour le métaverse là, qui avait été organisée à l'époque par le ministre du numérique, je crois que c'était, je me demande si c'était pas Jean-Noël Barrot qui était ministre à l'époque de ça. Je sais plus qui c'était qui avait organisé ça. Il y avait eu des tables rondes. J'y étais allée en tant qu'invité média et j'étais très surprise de voir que les acteurs crypto métaverse de la table ronde, bah tu retrouvais Dassault. Donc voilà, bon, il a pas fait non plus par contre oui, il a mis des billes partout. Il y avait quand même The Sandbox, sinon c'était L'Oréal. Voilà, donc tu retrouves les mêmes, hein, tu retrouves pas forcément le secteur crypto. Il y avait je crois qu'il y avait que The Sandbox en vrai, puisqu'ils étaient, oui, c'est ça, puisqu'ils ont été pris à partie à un moment en mode, vous qui êtes dedans, qu'est-ce que vous en pensez, quoi. Donc, Salut Sébastien Borget, évidemment, qu'on va recevoir. Mais ouais, voilà, c'était par rapport aux lois, et c'est vrai la réglementation, je suis favorable, mais toujours, je trouve que faut quand même regarder ce que font les autres continents et ne pas se mettre de frein et ne pas louper parfois des étapes importantes qui font que la France a loupé quelques coches importantes sur Internet. Et j'aimerais que dans la crypto, on nous promet beaucoup de choses, mais j'aimerais que ça aille un peu plus loin, et pour que les entreprises s'accélèrent ou même entreprendre dans la crypto, comme on parle beaucoup aux jeunes aussi, bah, parfois il y a beaucoup de barrières qui font que les personnes sont vite découragées ou ne veulent pas aller plus loin que spéculer ou juste holder un token. Voilà, travailler dans la crypto, ça peut être aussi sympa, mais il faut que la régulation accompagne et donne l'envie aussi de monter son idée, son projet, d'avoir une équipe. Voilà, entre et penser et réaliser, faut pas mettre une barrière avec une régulation, quoi. C'est parfois, ouais. Et on avait une question, en même temps, on était sur le portefeuille. Du coup, tu avais commencé avec BTC et Ethereum. Est-ce que tu t'es un peu diversifié un petit peu, ou tu restes? Ok. Complètement. Les projets que j'aime bien, il y en a plusieurs, mais AAV, qu'on a cité plusieurs fois, Avalanche. Okay. Après, là, j'avais pas mal de projets d'IA pour essayer de surfer la vague. L'IA, RWA aussi, sur plusieurs verticales. Et moi, j'aime bien les projets type agrégateur de liquidité, Jupiter, notamment, qui est vraiment un de mes bébés que je suis depuis longtemps et sur lequel je suis très actif, notamment au niveau de la DAO. Toute cette partie DAO que j'aime beaucoup. Malheureusement, j'ai plus trop le temps de m'y impliquer comme avant, comme je faisais sur cette partie-là. Mais je trouve cet esprit communautaire où on met à partie tout le monde, peu importe leur montant, peu importe leur poids, c'est une nature qui est top, et je trouve qui permet de développer encore mieux des projets. Là, typiquement, hier, j'ai encore fait un vote. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, parce que je mets ma pierre d'une certaine manière à l'édifice sur des projets que je suis. Donc ça, c'est très cool. Jupiter, Osmosis aussi. J'aime beaucoup l'écosystème Atom,
avec leur technologie que je trouve très intéressante, avec le SDK notamment, même si ils souffrent. Pas aimer le prix. Hein. Atom en ce moment, ouais, c'était super engageant et avec un potentiel de progrès qui me paraissait assez ouf. Et là, alors moi, je suis Tata Simone dans l'Invest, hein, mais là, sur le début de Bull Run, ils sont pas trop là, quoi. Voilà. Bah, typiquement, c'est l'exemple parfait de un bon projet, une bonne tech. Pas forcément une bonne team, mais qu'il y a eu des problèmes en interne, donc il souffre énormément de la non-utilité de l'atome. En fait, concrètement, aujourd'hui, l'atome il sert à rien. Il souffre de liquidité qui arrive pas, qui est trop splittée. Donc voilà, typiquement, j'espère qu'il se relancera et qu'ils arriveront à faire quelque chose. Mais voilà. Et est-ce que Raphaël, du coup, toi, tu prends aussi un gestionnaire pour t'aider aussi, du coup, dans les cryptos, à gérer tes bagues, tes invests immobiliers. Enfin, est-ce que toi aussi, du coup, tu coins de formule? Aujourd'hui, pour être honnête, bon, j'ai 21 ans aussi, mais mon patrimoine est exposé à 100% sur de la crypto. Alors bon, il y a de l'euro, oui, mais moi, comme je disais, j'ai commencé par la crypto et c'est la crypto qui va m'emmener vers les autres classes d'actifs. J'ai de l'equity aussi. Pourquoi je dis 100% exposé à la crypto? Parce que cet equity, il est exposé à une entreprise crypto. Donc au final, intrinsèquement, si un jour l'écosystème crypto s'écroule, ça s'écroule aussi. Ce qui est une grosse erreur de ma part, hein, parce qu'il faut diversifier. C'est pour ça que notamment là, un de mes chantiers en ce moment, c'est de développer ce qu'on appelle typiquement dans la gestion de patrimoine un matelas de sécurité. Et là purement en euros, parce que pour moi c'est essentiel d'avoir une poche pour me retourner en fait. Et à l'avenir, ouais, j'aimerais bien. Dans les sociétés d'armement, mais faut pas avoir d'éthique. Mais bref. Et ouais, non, voilà, j'ai pas de gestionnaire de patrimoine encore. Et par contre, j'en aurai un, c'est sûr, sur ma partie traditionnelle, qui m'aidera aussi là-dessus. Bon, j'ai la chance d'avoir la ressource en interne aussi, ce qui facilite vraiment les choses. Mais il y aura des actifs qui se feront dans les prochains mois, prochaines années pour sûr. Et qui sont même obligatoires. On arrive un peu sur le format, à moins, Antoine, que je te coupe l'herbe. Ouais, j'avais juste une dernière question par rapport à un conseil à un jeune qui commence à se construire son bag crypto. C'était les erreurs à ne pas faire. Faut apprendre, donc faut en faire des erreurs, comme ça on en fait moins après. Mais c'est vrai qu'Asher fait beaucoup de vidéos pour expliquer ses propres erreurs, pour après éviter qu'on les refasse. Mais voilà, quelle erreur tu dirais à un jeune de ne pas reproduire ou d'essayer de ne pas faire? Voilà les petits tips que tu pourrais donner à un jeune entrepreneur. Déjà, typiquement, c'est l'erreur qu'on dit tous, mais de pas miser plus que ce qu'on est prêt à perdre. Ça, c'est très important. Moi, quelque chose qui m'a beaucoup marqué au début, et même encore, hein, quand je vois les prix de Bitcoin, c'est toujours de se dire, j'en ai pas acheté assez et je suis pas assez exposé. Moi, typiquement, j'avais pas les moyens de m'exposer plus, donc je pouvais pas m'exposer plus. Mais c'est de pas avoir honte de son bag, peu importe son montant, peu importe sa valeur. Ce qu'il faut se dire, c'est que tous les multiples sont bons à prendre et nous permettent de grandir, on va dire, de le faire croître. Et le premier, moi, je dirais que l'erreur la plus proéminente, ce serait de ne pas se lancer, en fait, de ne pas aller chercher, de ne pas être curieux et si on a envie vraiment, outre l'aspect purement spéculatif, si on a envie de découvrir cette classe d'actifs, la meilleure chose à faire, c'est moi, j'ai souvent des gens dans mon entourage qui me disent, ouais, faut que tu me parles de la crypto, faut que tu m'expliques. Et moi, je leur dis, mais si tu as envie de comprendre, si tu as envie va sur YouTube, va sur, si tu préfères regarder des vidéos, va lire des newsletters, va lire du contenu, apprends, parce que tu vas pas rater le train si tu apprends toi-même. Moi, je peux te donner des solutions, je peux te partager, c'est toujours avec plaisir que je le fais, mais soyez en fait moteur dans votre implication dans la crypto et moi, je pense que faut que ça parte de la personne en elle-même et d'une action vraiment de se dire, je veux apprendre la crypto, je veux découvrir ce que c'est, ça m'intéresse. Et si par contre ça fait pas de sens, de se dire je vais pas faire de la crypto pour faire de la crypto parce que aujourd'hui Bitcoin va atteindre les 100 000. Pour moi, il faut vraiment le faire si ça nous fait plaisir, si on y voit un intérêt. Et voilà.
C'est une très bonne technique de voir aussi. Moi, je recommande aux personnes d'aller sur des Coinbase Earn au départ, où tu peux regarder 4-5 vidéos, en apprendre sur le projet. Ils te font gagner quelques miettes, 2 dollars, 5 Ouais. dollars. Et ça permet de voir, premièrement, d'avoir un wallet et de voir que ça fluctue le matin quand on se connecte. Les premières fois, les personnes qui n'ont pas l'habitude de voir un solde, c'est pas comme le compte courant. Voilà, ça bouge tous les matins. Et après, du coup, en plus, on peut les envoyer sur le layer, donc Coinbase Wallet. Et tout ça est gratuit. Ça permet parfois de faire les petits pas vers ce nouveau monde, en tout cas des cryptos, où voilà, il y a de la fluctuation. C'est différent entre chaque projet. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis, mais je pense qu'il faut en donner une miette à une personne pour qu'elle se dise, ah, tiens, ça bouge, ok, j'ai vu moins 10%, moins 5%. Et puis d'un coup, plus 20, ça a effacé en 2 jours. Voilà, c'est très intéressant d'en avoir. Ouais, Et ouais, Max, totalement. je te relaisse la parole. Désolé, c'était ma petite question pour les jeunes. Non, bah, on arrive sur le format. On a une question un petit peu habituelle qui est avant de terminer, de savoir si tu as une ressource. Ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être un bouquin qui n'est pas crypto, qui est plutôt orienté sur l'entrepreneuriat. C'est voilà, si tu as quelque chose à conseiller aux gens qui nous écoutent. Des chaussures. Je suis plus trop dans les chaussures à Lyon. Je reste encore un passionné de ça. Une ressource, une culture. Une chaîne YouTube que tu suis souvent, par exemple, hein, ça peut être. Mais pas cher, on l'a assez dit. Moi, j'ai pas vraiment de contenu type, mais ou une chaîne YouTube en particulier. Il y a celle d'Owen qui me vient pour le début quand les gens rentrent dans la crypto, et même encore, il y a des contenus très intéressants. Moi, j'adore regarder des documentaires et aussi apprendre un peu toute l'histoire des entreprises, de comment sont constituées les grandes entreprises, parce qu'on comprend comment fonctionne notre économie. Et ça peut être vraiment très utile dans nos aspects. Par exemple, comment fonctionne un Google, comment fonctionne un Facebook, aussi tout ce qui va être les personnalités de ces écosystèmes, type Elon Musk, Jeff Bezos. Moi, je m'inspire beaucoup de ces gens-là. Et si je sais de quelle personne je vais parler, c'est le créateur de Spotify, qui je trouve son histoire est assez prenante. Il y a une très bonne série sur Netflix, bon, qui est romancée, hein, mais l'histoire de ces fondateurs, je les trouve passionnantes et ça nous permet d'apprendre plein de choses. Et moi, je trouve que ça me motive encore plus parce que ça me dit, si eux l'ont fait, moi, je peux le faire en fait. Et je trouve ça donne toujours un gain d'énergie et ça permet d'aller comprendre d'autres secteurs autres que la crypto et de pouvoir avoir des discussions intéressantes en fait avec plein de gens. Donc, je pousserai là-dessus. Ouais. Pour le fun fact, la seule personne pour le moment qui avait conseillé une série sur la chaîne, c'est Thibaut, qui a conseillé Thibaut Boutroux. Il avait conseillé The Beer. J'ai peut-être un doute si c'est Thibaut ou si c'est Maxime Baron. Je me mets le doute moi-même, mais voilà. Bref, c'est le même. C'est le même style. Merci beaucoup, Raphaël. On espère du coup te recroiser très vite à Cryptoxer. Peut-être qu'on saura un petit peu plus ce que réserve l'année 2025 pour Cryptosphère, etc. Donc voilà. Porte-toi bien d'ici là. Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était un plaisir.